Donc, merci au FC3R de me permettre de présenter ce projet. Donc, je vais passer assez rapidement finalement sur la première diapo puisque vous venez de tout dire. Donc, effectivement, ce projet, c'est un projet de développement d'outils pédagogiques, d'une plateforme qui pourrait être utilisée en physiologie expérimentale dans l'enseignement supérieur. Il fait intervenir l'équipe à laquelle j'appartiens, donc le PRETA, qui est spécialisé en physiologie cardio-respiratoire. Et pour amorcer ce projet, nous avons une collaboration assez marquée avec la société Etisens qui va, dans le cadre de ce projet, nous fournir l'outil non invasif qui va nous permettre d'essayer de recueillir les données et de constituer cette approche numérique, cette plateforme. Donc, comme ça a été dit par la présentatrice précédente, c'est un projet qui vient d'être accepté. L'alternante qui va travailler sur ce projet vient d'être recrutée, donc vous n'aurez pas de résultat, évidemment. Je vais essentiellement vous parler du contexte et puis des quelques données préliminaires que nous avons historiquement dans le labo qui nous permettent d'être optimistes sur le développement de cette plateforme. Donc, en termes de données préliminaires, la première approche, c'est de faire un peu des statistiques ou du contexte sociétal. Donc, nous sommes tous d'accord que globalement, on évolue vers l'interdiction de l'expérimentation animale. En tout cas, on est dans une phase de réduction accélérée, notamment au niveau européen. En France, le GIRCOR, dont on nous a parlé hier, mène des études sur la relation des Français avec l'expérimentation animale. Alors, sauf erreur de ma part, dans ces études, on n'aborde que très peu dans le questionnaire la partie enseignement. Il y a une question dans ce sondage qui est récurrent depuis 2015, qui concerne l'utilisation d'animaux en enseignement, mais elle est biaisée par le fait que la question est orientée vers la formation des professionnels de santé. Dans tous les cas, ce qu'on va retenir des statistiques, alors à chaque fois que je vais vous présenter des statistiques, je n'en fais aucune analyse, je les donne comme elles sont, et éventuellement on pourra discuter de comment on peut les analyser et de ce qu'on peut leur faire dire. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que entre 2021 ou 2023, on reste à moins d'un Français sur deux convaincu que c'est justifié d'utiliser des animaux. Et je pense que lors de la prochaine de 2025, lors du prochain sondage, ce pourcentage va diminuer. Quand on s'intéresse aussi aux statistiques, le plus simple, c'est de prendre les chiffres. Vous les connaissez tous. Le nombre d'animaux. J'ai focalisé essentiellement sur le rat parce que c'est l'espèce avec laquelle on va pouvoir commencer à travailler sur cette plateforme, en attendant qu'Etisens fournisse un dispositif pour la souris, peut-être aux futurs contributeurs à cette plateforme. Dans ces animaux, il y en a un certain nombre utilisés en formation, environ 2%, ce qui représente un certain nombre de rats. Et la seule chose qu'on peut dire dans le contexte de notre projet, c'est que c'est un nombre constant avec une diminution significative en 2020, dont la seule conclusion qu'on peut tirer, c'est que les TP n'ont pas eu lieu. D'accord ? Ça alimente la discussion sur est-ce que finalement on a besoin de ces TP, d'utiliser ces animaux dans ces TP. Est-ce que finalement on a formé des sous-étudiants qui n'ont pas eu les TP? On peut en débattre autour d'un café, mais j'ai plus que quelques minutes. Donc on pourra en débattre ultérieurement. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quand cette période Covid a disparu, le nombre d'animaux utilisés est revenu à ce qui était avant. Donc à un moment ou à un autre, soit les enseignants ont eu peur de former des sous-étudiants, soit les enseignants n'ont pas forcément été satisfaits par ce qu'ils ont utilisé pour remplacer. D'accord ? En tout cas, c'est ma version résumée des choses. On voit qu'en 2022, ça a commencé à baisser. Et puis, j'étais un peu effrayé de ne pas avoir les chiffres de 2023, mais hier, le représentant du ministre nous a confirmé que ça allait paraître. Donc, c'est normal que je ne les ai pas. Donc, on verra peut-être une baisse encore dans les années qui viennent. Et on le verra plus tard, c'est peut-être aussi lié à déjà des opérations qui ont bien avancé dans certaines universités sur l'utilisation d'autres systèmes. Donc, quand on continue avec un petit peu de statistiques, il y a la base Allure qui peut nous permettre d'aller voir un peu les choses. Donc, je me suis amusé rapidement à voir ce qui était fait en France sur toutes les espèces utilisées en enseignement, puis spécifiquement encore plus spécifiquement pour le rat, en utilisant comme mot-clé uniquement éducation
universitaires, pardon, en 2022, en 2023. Ce qu'on peut résumer, c'est que globalement, il y a une cinquantaine de procédures qui apparaît dans cette base de données par an, dont une vingtaine intégrant des rongeurs et du rein. Ce qui est intéressant quand on regarde un peu le détail de ces choses-là, et toujours en association avec notre projet, c'est que ces procédures, elles impliquent deux publics étudiants. Ceux que j'ai appelés les formations initiales, c'est-à-dire un peu nos filières classiques, théoriques, les enseignants de licence, on va dire un peu classiques, L2, L3, qui font de la physiologie expérimentale un peu pour comprendre, pour illustrer les grands principes de physiologie. Et puis, évidemment, toutes les formations professionnelles, incluant les formations réglementaires, mais aussi les formations professionnalisantes, type licence pro ou DUT. Donc, c'est deux publics différents, avec deux objectifs différents qu'il faut prendre en compte quand on veut créer des choses pour alimenter leur enseignement. Donc, quand on continue un petit peu, pour finir avec le contexte un peu réglementaire, donc, il y a la recommandation du CNEA de 2019, dans lequel sont mentionnées des recommandations pour l'utilisation d'animaux en enseignement supérieur. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, on demande des dispositifs innovants, on encourage les enseignants à continuer à se former. Et puis, il y a la dernière partie qui est la création d'une plateforme numérique rassemblant les ressources. Donc, Madame Nivet nous en avait parlé au webinaire, donc je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû assister à ce webinaire du début du mois sur un sondage en cours pour créer cette plateforme. Et puis le corps, hier, dans les retours du corps, hier, on a eu quelques infos là-dessus. Donc voilà, donc ce contexte conduit à développer, à essayer de développer de nouveaux outils. Excusez-moi. Quand on va au contexte, c'est pas dans le bon ordre. Si. Ok. La deuxième source de données, c'est les données de la littérature. Alors la littérature sur l'utilisation des animaux en expérimentation, le développement de méthodes substitutives, elle est grandissante dans des journaux spécialisés, dans des journaux plus généraux. On peut balayer toute cette littérature. Moi, j'ai isolé deux publications, deux revues qui donnent quelques infos. La première, c'est une revue publiée dans Animals qui a recensé les publications scientifiques depuis depuis le début des années 70 sur les bases de données Web of Science, Scopus notamment, qui utilisent des méthodes dites humani, donc plus humanisées d'enseignement de la physiologie. Donc, ça inclut des simulations, des vidéos, des modules en ligne. Ce sont des études qui ont été identifiées en filière générale et plus spécifiquement, notamment pour les plus anciennes, dans les filières de pharmacie ou de médecine, d'accord, qui sont les filières où on revendique la formation aux gestes chirurgicaux. Et ce qu'on peut dire globalement, et ça va avec les sondages précédents, c'est que dans 60% des cas, on considérait que le résultat obtenu pour la formation et les compétences acquises par les étudiants était au moins équivalent, si ce n'est supérieur, à d'autres formes d'enseignement, incluant l'utilisation d'animaux. Le biais principal d'une partie de ces études, c'est que cette évaluation elle était faite par le sujet d'examen posé par l'enseignant qui a fait l'enseignement, et puis qu'il n'y avait pas toujours une comparaison avec ce qui aurait été acquis en conditions expérimentales. Donc la deuxième étude que j'ai isolée, c'est une étude publiée dans le journal Alternative à l'utilisation d'animaux en expérimentation en 2021, qui, elle, a fait un recensement des résumés non techniques en lien avec l'enseignement en Europe. Donc, ils ont recensé 250 études disponibles en physiologie expérimentale, dont 40 utilisaient clairement des animaux vivants, et en analysant les résumés techniques, 30 de ces 40 dossiers, études,
justifier directement l'utilisation d'animaux vivants par l'absence de modèles alternatifs adéquats. L'absence de modèles alternatifs adéquats, ça va du simple fait que ce n'est pas dans la bonne langue jusqu'au fait que ça ne répond pas totalement aux questions de physiologie. Donc, quand on veut finir le contexte, eh bien, si on veut finir le contexte, c'est qu'est-ce qui existe déjà et est-ce qu'on a notre place dans ce qui existe déjà. Alors, je m'excuse si des gens ont développé des choses qui ne sont pas sur cette diapo, je n'ai pas tout recensé et j'ai volontairement fait une recherche très superficielle de façon à ne pas aller piocher partout et être sûr de tout trouver. Si je n'ai pas trouvé, c'est que rapidement, ça ne se trouve pas. Donc, c'est qu'il y a un problème de com. Donc, petite note de la rédaction. Donc, ce que j'ai pu identifier sont ces quatre illustrations. Je vais me contenter de parler des deux premières. La première, pardon, c'est Virtual 3R porté par l'Université du Mans. J'avoue, je ne sais pas s'il y a des représentants, que je trouve dommage de ne pas avoir pu avoir plus d'infos sur cette plateforme parce que pour avoir lu l'étude présentée dans un congrès avec l'analyse du retour des étudiants, ça a l'air vraiment bien. C'est essentiellement centré sur vraiment de la réalité virtuelle avec les masques, avec les casques vidéo, pardon. Et c'est essentiellement centré sur des gestes chirurgicaux. En tout cas, ce que j'ai pu en comprendre et les images que j'ai pu extraire de la littérature. Le deuxième projet, c'est celui qui a fait l'objet d'une présentation par Samuel Léger, je crois, oui, c'est ça, au webinaire du JCFC3R au début du mois, en parallèle duquel on peut un peu se placer, qui a été publié dans les Annales de pharmacie avec un petit sondage d'utilisation de leur logiciel sur un groupe d'étudiants en TP. Donc, ceux qui ont vu le webinaire ont vu comment ils ont organisé leur semaine d'enseignement. C'était pour moi assez bien fait, enfin, très intéressant en tout cas. Et quand on va sur le take-home message ou le highlight de leur publication, il reste quand même une remarque qui est que cette plateforme est un bon complément à des TP en expérimentation animale. Donc, ils ne revendiquent pas de remplacer complètement. Ils ont des outils sur des organes isolés notamment. Et donc, on est sur un contexte qui laisse peut-être la place à des choses qui pourraient illustrer cette physiologie expérimentale. Donc, pour avancer, on a fait nous aussi notre petite étude préliminaire en essayant de confronter des étudiants. Le biais principal était que c'était des étudiants destinés à travailler dans les CRO en expérimentation animale, donc ils étaient un peu convaincus que ce qu'on faisait, c'était intéressant pour eux. Donc, en utilisant la technologie Etissan, si vous pouvez juste lancer la vidéo et la mettre tout de suite aux 2/3. Voilà. Donc, avec le gilet Etissan, je m'excuse auprès d'Etissan, c'est le prototype 2018, mais c'est celui que j'ai utilisé. Et voilà. Donc, destiné à enregistrer des paramètres cardio-respiratoires chez un rongeur de façon totalement non invasive. Hein. Là, on a juste habillé l'animal. Et donc, les étudiants ont réalisé ce petit protocole d'exercice incrémental destiné à stimuler la fonction cardio-respiratoire. Donc, les données physiologiques, on savait ce qu'on allait obtenir. Hein. On allait obtenir une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, une augmentation de l'activité, et puis de prendre leur ressenti. C'est là où je dis qu'il y a un biais à notre petite étude, et c'est pour ça qu'elle est restée un peu interne. C'est que, évidemment, demander aux étudiants si ça s'inscrit dans leur projet, évidemment, puisqu'ils sont destinés à, ces étudiants-là étaient destinés à travailler en expérimentation animale. En revanche, l'idée était aussi de les sensibiliser sur le fait qu'avec des choses non invasives, on pouvait obtenir des infos fondamentales de physiologie. Donc, je vais passer assez vite. Ça nous a conduit, ces résultats préliminaires, à candidater et à proposer ce projet, puisque finalement, pour 6 jours de TP, on n'a utilisé que 2 animaux qui ont été utilisés par tous les binômes. On a fait un suivi physiologique totalement non invasif, hein, puisque l'animal a simplement été rasé pour poser les électrodes. Donc, on a pu raffiner un petit peu le système. Et pour les filières plus classiques, on va pouvoir envisager de remplacer peut-être l'utilisation d'animaux par les données. J'avance un peu plus vite. Et j'espère donc
que suite à l'utilisation du système, dans 2 ans, j'aurai à nouveau 12 minutes pour vous présenter cette fois ce qu'on aura obtenu, c'est-à-dire les données physiologiques qu'on aura obtenues, comment les utiliser pour améliorer les protocoles expérimentaux et potentiellement déjà d'avoir fabriqué au moins un des supports pédagogiques qu'on imagine. J'ai fait au plus vite. Merci.